Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le mardi 11 décembre 2018. Excusez-moi pour ces 3 petites minutes de retard. Alors Theresa May, qui, comme vous savez, a reporté hier le vote du Brexit qui devait initialement avoir eu lieu, eh bien aujourd'hui, une forte opposition de la part des différents députés, hein, que ce soit même conservateurs ou les principaux partis d'opposition. Donc voilà, texte vivement critiqué pendant la séance parlementaire hier. Theresa May qui va tenter d'avoir une copie améliorée auprès de ces Européens, même si la Commission européenne a d'ores et déjà indiqué que, enfin, a répété même que ce texte était le meilleur que pouvait espérer, enfin, avoir, qui pouvait être conclu finalement. Donc, est-ce que Theresa May va réussir à avoir des nouvelles propositions convaincantes, notamment sur le backstop qui est vivement critiqué? Écoutez, c'est ce que le marché va tenter de savoir. En tout cas, pour le moment, c'est le flou total puisque nous ne savons pas quand est-ce qu'aura lieu le vote. Voilà, on est reparti, on est revenu presque 2 mois en arrière, 2 mois en arrière, même un mois, je vous rappelle. Il y a un mois, on n'avait pas vraiment d'accord, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, et on est à plus qu'à un peu plus de 3 mois de la date du Brexit. Et donc voilà. Est-ce que Theresa May va réussir à trouver un nouvel accord avec Bruxelles? euh, Voilà, il y a plein de questions qui se posent. En tout cas, pour le moment, c'est le flou total, et c'est pour ça que la livre sterling, je le rappelle, me semble extrêmement compliqué à trader en ce moment. C'est pour cela que, voilà, si vous tradez la livre, soyez prudent puisque elle peut décoller ou elle peut chuter comme on l'a vu hier de 100 pips voire plus en une seule, en quelques temps, vraiment très rapidement. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer par l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, rapide tour d'actualité. Au niveau de l'Italie, alors on a d'après le quotidien italien La Repubblica, la Commission européenne qui serait prête à accepter une augmentation du déficit de 1,95% du PIB. Et on a le ministre des Finances Giovanni Tria qui négocierait avec son gouvernement pour baisser à 2% les prévisions de déficit public de 2019. Donc ça, c'est des informations toutes fraîches de ce matin. Au niveau des relations entre les États-Unis et la Chine, on a le premier ministre chinois qui s'est entretenu mardi par téléphone avec le secrétaire américain au Trésor et le représentant au commerce en vue de la prochaine session de négociations bilatérales. On aurait eu des discussions sur l'achat par la Chine de produits agricoles américains et sur des réformes de la politique économique de Pékin. On a d'ailleurs les responsables chinois qui envisageraient d'apporter des modifications au plan stratégique Made in China 2025 qui a été établi en 2015. Concernant le Brexit, donc comme je vous dis, on a Theresa May qui a reporté le vote des parlementaires pour une prochaine séance. On n'a pas de date. Concernant Apple, alors on a Apple qui a fait appel à la décision d'un tribunal chinois sur l'interdiction de vendre et d'importer la plupart des modèles d'iPhone en Chine dans le cadre d'une affaire de violation de brevets. Et donc ce qui a permis à l'action Apple de rebondir après avoir ouvert en forte baisse. D'ailleurs, les marchés américains ont été tirés hier vers le haut par les techs, mais c'était très très mal parti puisque voilà, on avait le Dow qui perdait 500 points et finalement on a une clôture dans le vert. Voilà, on avait eu vraiment un changement d'environnement en fin de séance américaine, enfin en deuxième partie de séance américaine, on va dire, et c'est vraiment les techs qui ont l'idée ces marchés. Au niveau du pétrole, nous avons les exportations de pétrole brut du champ libyen d'El Sahara qui sont arrêtées en raison de sa prise de contrôle ce week-end par une milice locale. Voilà, ça n'a pas eu d'impact positif sur les cours de pétrole, ni même le gel de la production. D'un point de vue technique, on reste clairement dans un range à très court terme. Voilà, alors je salue la salle de trading. Bonjour tout le monde, bonjour Frédéric, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également. François, bien le bonjour à vous. Voilà, j'espère que vous allez très bien également. Antoine, que je salue. Alors, Antoine, je me suis renseigné par rapport à ce que vous m'avez dit sur la FCA, comme quoi, enfin, l'ESMA plutôt qui adopterait les mesures qu'adopte actuellement la FCA. Eh bien, écoutez, pour le moment,
je n'ai pas de commentaires à vous dire, parce que vous savez que je représente la société, non, je ne suis pas un représentant, mais je travaille pour la société IG, donc forcément, je ne vais pas vous dire des informations que je ne peux vous dire, comme vous en doutez. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la réglementation de la FCA ne concerne que le Royaume-Uni. Voilà, donc vous, si vous êtes citoyen européen et êtes, par exemple, domicilié chez un broker, que ce soit IG ou un autre, enfin, en tout cas IG c'est sûr, mais si vous êtes chez un courtier comme IG, comment dire, client du bureau par exemple français, eh bien vous serez sous la réglementation de l'AMF et de l'ESMA et non pas de la FCA. Voilà, donc la réglementation de la FCA s'applique aux clients britanniques. Voilà, aux clients domiciliés au Royaume-Uni. C'est plus précis. Voilà. Maintenant, si vous voulez plus de détails, je vous invite à appeler les services clients. C'est normal que hier matin, ils n'ont pas été tenus au courant puisque c'était sorti, le vendredi assez tard, donc il n'y a pas eu le temps de préparer, comme vous en doutez, un discours. Donc c'est préparé. Moi, je n'ai pas tout en tête. Je n'ai pas tout en tête, mais voilà, si vous souhaitez des informations plus détaillées, je vous invite à contacter le service client de votre broker. Si c'est IG, appelez le service client de IG, pas forcément le bureau français, mais vraiment votre service client de IG qui est basé, je vous rappelle, à Londres. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. En tout cas, merci Antoine pour votre lien. Et écoutez, voilà, merci à vous. Alors je continue. Alors bonjour Brigitte, bonjour Stéphane, Franck que je salue également. Voilà. Alors au niveau des résumés de la séance américaine des asiatiques, on a eu DXY qui a fortement rebondi hier. Alors le dollar qui a rebondi, déjà parce qu'on a eu un rachat de position suite au sell-off qu'on a vu vendredi, mais surtout à cause de la vente du GBP. Le GBP qui a fortement reculé, ce qui a provoqué bien une hausse du dollar. Vous vous doutez bien que le dollar agit comme une devise de contrepartie intéressante lorsqu'on a des incertitudes sur le Brexit. C'est pas, le marché ne doit pas se couvrir sur l'euro, vous voyez, même si l'euro a également progressé. Voilà. On a eu donc les indices américains qui ont rebondi avec, on voit bien le Nasdaq 100 qui a pris 1%. Je vous rappelle, au début c'était très mal parti. On a d'ailleurs un marteau sur les indices qui est très très intéressant. On va le voir dans un petit instant. Ce matin, on a le 10 ans américain qui prend 2 points de base par rapport à hier matin. Le yen index qui prend 0,13, ce qui fait pression sur le Nikkei qui perd 0,34%. Le gold qui est en hausse en raison d'une baisse du dollar ce matin. Et le MSI Emerging Market qui est dans le vert. Voilà, donc plutôt de l'appétit pour le risque ce matin. Au niveau du calendrier économique, nous aurons des chiffres de l'emploi britannique à 10h30 heure française, puis l'indice ZOO allemand et la zone euro à 11h. Ces deux statistiques seront les deux rendez-vous majeurs de la journée. Voilà. Alors, donc on voit ce matin rapidement le yen qui surperforme, à l'inverse le CAD, le NZD qui sous-performe, le GBP, bon, on va l'exclure, mais voilà, le GBP qui corrige une partie de sa baisse d'hier, hein. Le GBP qui hier perdait plus de 1% face au dollar, c'est vraiment beaucoup. Le VIX, alors je vous signale que le VIX nous a donné, vous savez, notre stratégie du VIX que j'ai eu l'occasion de vous présenter bien dans les locaux parisiens ou même dans un webinaire qui est disponible sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à regarder la vidéo. J'ai d'ailleurs écrit un article éducatif, donc voilà, c'est sous tous les formats. Donc vous allez dans formation sur Daily FX et donc vous avez stratégie trading pour trader le S&P 500 avec le VIX. Donc, je vous envoie le lien. C'est vraiment une stratégie prêt à l'emploi. D'accord, prête à l'emploi, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Et voilà, donc cette stratégie a donné un signal d'achat. Vous savez que c'est le fameux disparity index. Dès qu'on a l'écart relatif du VIX qui passe en dessous de 10% de la moyenne mobile à 10 périodes, à 10 jours plutôt, on a un signal. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas puisque on va mettre le disparity index favori. Disparity index 10 périodes, voilà, c'est par défaut. Voyons, on est à 8,9. La veille, voilà. La veille, on voit, nous étions à 13,15. Donc, vous voyez, c'est la valeur en rouge ici. Hein. D'accord. Donc, 13,15. Donc, croisement à la baisse de 10, c'est un signal
positif, un signal positif pour les marchés actions, d'autant plus que si on regarde le S&P, regardez le chandelier d'hier, il est presque magique, hein. On ne pouvait pas rêver de mieux. C'est un marteau, un magnifique marteau. On est venu chercher les plus bas, on a même transpercé les plus bas. Donc ça, c'est un petit hic. Mais bon, on est venu transpercer plus bas et finalement, on a eu les acheteurs qui sont manifestés. Et ça, c'est clairement chandelier bullish. Donc là, voilà, on revient au point de départ du premier signal finalement qui avait été donné, enfin le précédent signal du VIX qui avait été donné le 21 novembre, je vous rappelle. Donc là, on repart au quasiment même prix finalement du précédent signal. Et là, l'objectif, c'est qu'on allait chercher ces récents sommets, donc un petit peu en dessous, vous voyez, mais aux alentours des 2800 points. Voilà, donc là, objectif haussier. Vous voyez que depuis les prix actuels, avec un stop sous le récent, sous la mèche d'hier, ça fait à peu près 60 pips de risque, 60 points de risque pour potentiellement aller chercher 163. Donc vous voyez, ça fait un ratio de rendement presque de 3, ce qui est quand même pas mal. Donc signal du VIX plus ce marteau sur un plus bas de 3 mois, je pense pas qu'on peut, enfin c'est compliqué d'avoir mieux. Donc voilà, haussier sur les marchés actions. On est sur le support de la dernière chance, comme vous le savez. Donc pour moi, là, c'est boule. Voilà. On ne peut pas exclure l'hypothèse d'un crack, d'accord. C'est pour ça que la gestion du risque et un stop est toujours indispensable. Peu importe vos signaux, peu importe votre conviction, il faut toujours se protéger. Voilà. Mais en termes de probabilité, les signaux qu'on a sont quand même assez forts. Un, le signal du VIX dans cette stratégie quand même qui est assez fiable, si je puis dire. Le chandelier du marteau, enfin le marteau du chandelier, pardon, qui se forme au plus bas du trimestre. Voilà, compliqué quand même à avoir mieux. Compliqué à avoir mieux, donc là on vient chercher tout simplement les 2800 points. 2800 points sur le S&P. Sur le Nasdaq, pareil. Donc, alors on n'a pas le marteau, vous le voyez, mais donc c'est possible. Le signal du VIX est un signal pour l'ensemble des marchés à actions. Donc voilà, c'est également possible d'aller viser. Donc là, pour le coup, le Nasdaq, on va pas aller chercher le plus haut, le récent plus haut, mais on va chercher cette oblique baissière qui, on voit, bien attraper tous les sommets. Donc aux alentours des 6900 points, ça va être la target. Mais bon, c'est un objectif dynamique parce que ça va dépendre du momentum. Bien évidemment, si on arrive très rapidement vers le haut, on peut aller chercher les 7000. Par contre, si le Nasdaq prend son temps, on se contentera des 6900 points. Dow Jones, marteau. Donc c'est comme le S&P, objectif haussier, direction les sommets proches, enfin cette résistance finalement les 25 862, 25 000, 26 000. Voilà, un peu en dessous de 26 000 points, c'est l'objectif. Donc là, stop de 500 risque 550 points pour aller chercher près de 1500, ce qui fait un ratio de rendement également de 3. Voilà, donc là, pareil. Risque rendement de 3. Ça vaut le coup, je pense, de le tenter. Donc voilà, haussier sur les marchés actions américains, les marchés actions européens, c'est un peu plus délicat comme vous le savez. Alors on peut peut-être tracer, regardez. Alors on va ajuster ce canal et on va tracer la parallèle. Voilà, vous voyez, on est en dessous du canal, donc finalement c'est pas possible de le tracer. Ouais, là c'est compliqué de tracer un support. Alors le seul support qu'on est en train de tester pour le moment, c'est 4733 points. Vous voyez qu'on a eu un rachat de position à ce moment-là. Enfin, en tout cas, on a eu des acheteurs que représentent les 4733 points. Eh bien, ça représente ni plus ni moins que ce support, vous voyez, support de février 2017. Mais dans le fond, on peut très bien chercher cette oblique en noir qui vient chercher les plus bas de 2011 et de 2016. Regardez. Crise de la dette grecque. Ensuite, ici, point bas de 2016. Extension et on a ce support. Donc c'est là on arrive sur un support majeur, ça ne veut pas dire qu'on va forcément rebondir dessus, mais c'est à surveiller. Voilà, donc CAC 40, indice européen, je reste prudent. Alors si les indices américains rebondissent, il y a des chances que les indices européens fassent de même, mais le momentum devrait être moins important sur les indices européens. C'est pour cela que je privilégie l'achat sur le S&P plutôt que l'achat sur le CAC 40 en ce moment. Voilà. Maintenant, on est quand même sur un support important sur le CAC 40, donc
puisqu'on a eu notre signal haussier du VIX, je m'attends également à court terme à un rebond du CAC 40. Donc je ne serais pas surpris si d'ici les prochaines séances, le CAC vient rechercher les 4900 points. Vous voyez, ce plus bas de 2018. Vous voyez, breakout, le pullback. Je pense que c'est possible de s'attendre à un retour à ce niveau de prix avant, soit une nouvelle hausse, soit on reviendra à l'oblique. Mais en tout cas, un pullback après ce breakout me semble clairement envisageable. Donc retour à 4009 depuis les prix actuels, ça fait un risque si on prend un stop sous le récent plus bas. Risque de 50 points pour 115, ça fait un ratio de rendement de 2. Ça peut être intéressant maintenant à voir avec votre plan de trading. Bonjour, alors Philippe, bonjour à vous. Alors Philippe qui me demande, est-ce que le fait d'avoir touché 2600 le S&P 500 est une alerte, la clôture négative du Nikkei veut-elle dire que quelque chose sur... Alors j'ai un problème là sur le mot que vous avez écrit. Quelque chose sur le... Alors, est-ce que vous pouvez me réécrire la question, s'il vous plaît, parce que j'ai pas, il y a un problème d'espace, hein, donc j'ai pas bien lu. Enfin, c'est pas très compréhensible. Mais en tout cas, donc je passe à la prochaine question. Pas grave qu'il n'y a pas de marteau sur l'Eurostoxx 50. Non, ce n'est pas vraiment grave qu'il n'y ait pas de marteau sur l'Eurostoxx 50. Tant qu'on l'a sur le S&P 500, le S&P c'est le maître, hein, c'est le maître des marchés à actions. Donc on l'a. En plus de cela, on a le signal du VIX. Honnêtement, on a du coup 2 signaux vraiment importants et c'est pour cela que j'estime qu'un rebond des marchés actions, que ce soit aux US mais également en Europe, est clairement possible, ou en tout cas que j'envisage. Voilà, c'est mon scénario que je privilégie sur du court terme. Je ne dis pas qu'on a fait le point bas, je ne dis pas que ça y est, on est parti pour revenir au plus haut historique en Europe, mais ni même aux États-Unis, mais en tout cas un rebond de court terme non négligeable me semble clairement possible. Voilà, donc l'Eurostoxx 50, pareil. Du coup, je suis également haussier. Vous voyez que là, l'Eurostoxx 50 teste cet oblique support de 2011-2016. Vous voyez qu'on l'a testé finalement hier. On a eu le prix d'ouverture à cet oblique, la clôture légèrement au-dessus. Là, concrètement, c'est boule jusqu'aux l'ancien support, vous voyez, qui est finalement celui-ci. Support. Donc, on vient chercher les 3100 points. 3100, c'est la target de court terme. Target court terme sur l'Eurostoxx 50, 3100 points. Donc sur le CAC, je répète, c'est 4887, 4009 en gros. Et pour le DAX, on va venir chercher ce support, c'est les 11 050 points. Alors, la clôture sur le Nikkei négatif veut-elle dire quelque chose? Alors, la clôture négative du Nikkei veut simplement dire, aujourd'hui, ce matin, c'est parce qu'on a une hausse du yen. Donc non, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça ne nous dit pas grand-chose. Fermeture des gaps européens possibles. Alors, quel gap? Les gaps du week-end ou est-ce que c'est les gaps journaliers? Alors, je vais regarder cela. Oui, voilà, comblement du gap en intraday, clairement possible. Clairement possible. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit, le DAX, pour moi, il y a une possibilité en swing trading qu'on a cherché les 11 050 points. En plus, on a regardé une divergence en 1 heure. Honnêtement, voilà, on a quand même pas mal de signaux en faveur d'un rebond. Le signal du VIX, le marteau du S&P, voilà, même si le DAX n'est pas sur un support majeur, significatif, enfin, on n'a pas il est un peu au milieu de nulle part. Vous voyez ce DAX, vu les signaux qu'on a sur les marchés actions, le DAX ne va pas continuer à tomber tout seul. Vous voyez, donc j'envisage également un rebond du DAX. Compte tenu des signaux que nous avons aux US et même en Europe. Vous voyez, en horaire, pareil. On a une divergence sur le CAC, sur l'Eurostoxx, c'est pareil. Voilà, concrètement, je suis bullish à court terme sur les indices, que ce soit européens ou même américains. Voilà, je pense que on a fait un point bas de court terme. Voilà, donc objectif haussier sur les indices. Je répète une dernière fois, Eurostoxx 50 direction 3100, CAC 40 direction 4900, DAX direction 11 050.
Dow Jones, direction les 26 000. S&P, direction les 2008. Et le Nasdaq, direction les 6 900, voire potentiellement 7 000 points. Voilà. Seuil d'invalidation, eh bien, si on inscrit des nouveaux récents plus bas. Si on inscrit des nouveaux récents plus bas, scénario à invalider. Regardez en horaire, le Nasdaq, pareil, divergence. Vous voyez, divergence. S&P, pareil, creux, de plus en plus bas, creux, de plus en plus haut. Voilà, donc il manque plus que finalement que le RSI horaire du S&P clôture au-dessus de 50 et ça y est, ça renforcera davantage la conviction haussière. Alors, est-ce que on va combler le gap de ce matin? Me demande Philippe. Alors pour les indices, donc, alors ça c'est possible. Honnêtement, ça me semble trop. Enfin, personnellement, je pourrais pas vous dire si on va le combler ou pas. Je n'ai pas de signaux qui pourraient me dire qu'on va combler ces gaps ou non. Donc, je vais pas vous dire juste, vous voyez, je vais pas vous dire quelque chose pour vous répondre. Donc, honnêtement, je ne saurais vous répondre si on va combler les gaps d'aujourd'hui ou non. Honnêtement, je n'en ai strictement aucune idée. D'ailleurs, je vois pas comment on pourrait anticiper cela. Donc voilà, je vais pas vous dire n'importe quoi. Alors Antoine qui me dit merci pour les infos pour la FCA, pour le Brexit, ça a l'air de chauffer. Je ne sais pas qui est Steve Baker, mais il lance une fronde contre Theresa May à son retour à Bruxelles. Alors oui, c'est vrai que ça chauffe de plus en plus, on va dire pour Bruxelles, pour Theresa May, pardon. On a vraiment les conservateurs, les partis d'opposition comme le Labour, les travaillistes, qui vraiment sont contre. Enfin, la plupart des conservateurs, en tout cas pas la plupart, mais une partie non négligeable des conservateurs est contre Theresa May. C'est pour cela d'ailleurs que Theresa May a reporté le vote, parce qu'elle sait très bien que si aujourd'hui, elle faisait voter son texte, eh bien, comme je vous l'ai dit il y a plusieurs semaines, le texte aurait été rejeté. Il aurait été rejeté. Et donc, s'il est rejeté, qu'est-ce qui serait passé par la suite? Eh bien, vote de défiance, motion de censure, Theresa May qui sort et on a soit on a le parti travailliste ou soit on a un hard brexiteur conservateur qui devient premier ministre. Donc voilà, c'est pour ça que Theresa May n'a pas n'a pas tenté le vote. C'est très probablement parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas cette majorité. Elle n'avait pas le soutien qu'elle espérait. Philippe qui nous dit si on les comble pas, c'est des nouveaux gaps de rupture en bougie japonaise comme on a déjà eu. Attention au pullback, c'est mieux de les combler. Alors, les gaps de rupture, normalement, on les comble pas. Donc c'est là où ça va être intéressant. C'est si on les comble pas ces gaps, eh bien c'est des gaps de rupture. Et donc on a une nouvelle tendance haussière, en tout cas la possibilité d'une nouvelle tendance haussière qui se renforce. Pardon, le scénario d'une nouvelle connexion, d'une nouvelle tendance haussière qui se renforce. Alors beaucoup de questions. Je pense avoir répondu à toutes vos questions pour le moment. Votre indicateur VIX donne-t-il un signal? Alors oui, tout à fait, voilà. Comme je disais, ma stratégie du VIX que je vous ai présentée il y a quelques semaines, qui est disponible sur YouTube, je le rappelle, je vais vous envoyer le lien d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que je vous ai envoyé le lien de mon article? Oui, je vous ai envoyé le lien de mon article. Et peut-être que ça serait bien que je mette la vidéo en top de cet article. Voilà. Vous voyez, regardez ma vidéo de cette stratégie. Hop, vous cliquez dessus, vous avez la vidéo. Hop, donc je vous envoie ce lien. Donc vous avez le format vidéo où il y a beaucoup plus. Ça c'est l'article où c'est beaucoup plus synthétique, il n'y a pas vraiment de blabla si je puis dire, alors que le webinaire, la vidéo c'est le replay d'un webinaire, donc il y avait des participants, donc il y a potentiellement des questions qui vous intéressent et donc j'ai répondu. Voilà, donc si cette stratégie vous intéresse, si vous avez aimé l'article, ce que je vous invite pour en savoir un petit peu plus, c'est de regarder la vidéo. Voilà, donc je vous envoie le lien de la vidéo également. Comment savoir si ces gaps sont des gaps de rupture? La dernière fois, on les a comblés justement. Alors justement, on ne peut pas savoir en avance si on a des gaps de rupture. On a trois types de gaps. Gap de rupture, gap d'essoufflement et on a les gaps
comment on appelle ça, des gaps de en anglais c'est midway. Midway gap, c'est les gaps qui apparaissent au milieu en fait d'une tendance. Donc en fait, on a trois types de gaps et on a trois gaps dans une tendance généralement. Donc le gap de rupture, normalement, hein, c'est pas 100% des cas, mais la plupart du temps, il n'est pas comblé le gap de rupture. Et c'est à partir du troisième gap qu'il faut clairement s'inquiéter. Enfin, qu'il faut commencer vraiment à prendre ses bénéfices. Midway, voilà, gap de continuation, excusez-moi. Parfait, Philippe, merci. Merci pour cela. Gap de continuation, en effet, j'avais perdu le mot en français. Bon voilà, on va passer au forex parce qu'on a beaucoup parlé des indices. Hein. Je pense que vous avez mon sentiment, vous avez voilà, saisi mon sentiment sur les indices à court terme. On voit que le GBP surperforme dorénavant. Alors le GBP, encore une fois, je le mets de côté. Personnellement, je ne donne plus d'opinion sur le GBP. Il me semble beaucoup trop incertain. Voilà, regardez, il prend 0,35% ce matin. Hier, il perdait 1, regardez, j'avais tweeté d'ailleurs la performance d'hier. Alors, c'était pas la fermeture des marchés américains, mais vous voyez, donc c'était il y a 15 heures. GBP qui perdait 1,35 face au dollar. 1,35%, ce qui est quand même beaucoup. Vous voyez. Donc, voilà, GBP, c'est un petit peu le yo-yo. Et donc, on va éviter de le trader. Voilà, CHF euro yen qui surperforme, CAD USD qui sont en baisse. Alors revenons sur notre indice dollar. Qu'est-ce qu'a fait le DXY hier? Eh bien, il a rebondi. Maintenant, on voit qu'il repart en baisse ce matin. On a une vente du dollar, ce qui est bon pour l'appétit pour le risque. Hein. Mais vous voyez, on est toujours dans ce triangle. Donc, patience. Vous voyez, d'où l'importance d'attendre la clôture d'un chandelier, parce que hier matin, on avait vraiment le chandelier qui était en dehors du triangle et finalement le rebond. Alors là, on peut pas parler de marteau, puisque un marteau, c'est après une tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on avait avant? On avait une tendance flat. Donc c'est pas un marteau ce qu'on a ici. D'accord? Donc il faut faire très attention quand vous regardez un chandelier japonais, ou d'ailleurs même une pattern, une configuration, que ce soit un double top ou voilà, peu importe, faut toujours regarder la tendance précédente. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir un marteau dans un range. Ça ne sert, on peut pas dire que c'est un marteau. On peut avoir un marteau à un support. Donc là, vous voyez, la tendance précédente a été flat, donc on ne peut pas dire que c'était un marteau. D'ailleurs, le marteau, il faut que le chandelier soit 2 fois plus petit que la mèche. Donc, de toute façon, le chandelier en soi n'est pas un marteau, même s'il était sur un support. Bref, d'un point de vue swing, le DXY est toujours dans un triangle, donc, encore une fois, d'un point de vue swing, on va s'abstenir ou en tout cas, on va faire attention à trader le dollar USD. La conviction baissière n'est pas encore totalement confirmée tant qu'on n'est pas sorti par le bas de ce triangle. Voilà, c'est possible encore une fois de vendre ce dollar face à des devises comme le yen. Le yen, voilà, on a un VIX, faut le constater, mais le VIX il est quand même dans un range assez important. Il est entre 16 et on va dire 26. Donc VIX élevé. Marché obligataire, le marché obligataire est payé quand même. Regardez le 10 ans US. Le 10 ans US, il est à 2,87%. Il y a un mois, je ne sais plus il était à combien, mais il était à 3,23. Donc achat du marché obligataire, donc risk off, VIX qui est en hausse. Donc voilà, ce genre de signaux, c'est clairement positif pour le yen. Et donc le yen, vous voyez, qui est en hausse. Et en plus d'un point de vue technique, ce yen index, vous voyez, dans un range. Il y a eu un avalement haussier le 4 décembre. Donc là, la perspective, elle est haussière. Alors, je ne sais pas si on va venir chercher cette résistance d'ici quelques jours, mais en tout cas, tant qu'on reste dans ce canal et tant qu'on est vers le support, pour moi, il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de chances qu'on ait une hausse. Maintenant, au jour le jour, c'est compliqué de s'attendre vraiment de spéculer sur la tendance du yen. Si je devais me positionner, si je devais m'exprimer aujourd'hui sur le yen, je dirais plutôt un avis négatif. Pourquoi? Bien parce qu'on a eu un signal haussier du VIX, on a eu un marteau sur le S&P 500, on a une baisse du dollar, donc tout ça, c'est synonyme de risk on, c'est synonyme d'appétit pour risque. Donc de ce fait, je m'attends à ce que le yen soit plutôt en baisse. Voilà. Mais si on doit garder la tendance quand même de swing trading moyen terme, je reste en hausse sur le yen. Et donc l'USD yen me semble, encore une fois, comme j'ai dit hier, une paire assez intéressante à vendre pour viser les 110.
Voilà. Et seuil d'invalidation, c'est si on passe au-dessus de cette oblique. Si on passe au-dessus de cette oblique haussière, dans ce cas-là, on inscrirait un nouveau sommet et il faudra donc invalider la stratégie short. L'euro, c'est toujours très incertain à l'image du DXY. Finalement, l'euro dans un triangle, sommet creux, donc on a nos 4 points de contact. Je vous rappelle, pour former un triangle, il faut vraiment 4 points de contact. Donc là, nous les avons. Et donc, c'est la sortie qui va nous donner un signal. Alors, personnellement, j'ai plutôt un sentiment haussier parce que si on se met sur de l'hebdo, on voit qu'on a une importante divergence quand même. En journalier, on a une divergence également. Donc, voilà, j'aurais plus tendance à privilégier la sortie par le haut. Maintenant, un triangle, c'est statistiquement une figure de continuation. Et la tendance qui précédait ce triangle a été baissière. Donc, statistiquement, il y a plus de chances qu'on y sorte par le bas. Mais au vu des divergences, voilà, je ne préfère pas me précipiter. C'est pour cela que vraiment j'attends le breakout. Si on a une breakout à la hausse, eh bien, il faudra chercher les 1,15 puis un 16,40. Dans le cas contraire, si on a une sortie par le bas, il faudra aller chercher un 12,15. Puis un 11,15. Philippe qui me demande, alors déjà, pour les 500, le sentiment de client est proche de 50%, ça donne bien l'impression que nous, les particuliers, on est dans le flou pour les indices en ce moment. Alors oui, il n'y a pas que vous, tout le monde est dans le flou, honnêtement. J'ai l'opportunité de discuter avec pas mal de professionnels et honnêtement, c'est vraiment le bazar, si je puis dire. Voilà, c'est vraiment très très flou. Il y a énormément de sources d'incertitude. Brexit, courbe des taux, guerre commerciale, budget italien, c'est quand même très important comme enfin, on a un nombre d'incertitudes qui sont quand même très importants. Donc voilà, il n'y a pas que les particuliers qui sont dans le flou en ce moment. Philippe, alors sur les devises, est-ce que les spreads sur les taux permettent d'anticiper une augmentation de la volatilité intraday? Alors, c'est une excellente question. Écoutez, si je devais vous répondre, je dirais plutôt que oui. Voilà, plus on a un spread élevé, alors ça dépend quel spread on compare. Bien évidemment, faut qu'il y ait un lien. Mais par exemple, si on a le spread BTP Bund, eh bien, c'est sous incertitude. Donc forcément, l'incertitude, c'est la volatilité. Voilà. Maintenant, le spread entre le Bund et 10 ans US, non, il n'y a pas vraiment de lien. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de quoi anticiper une hausse de la volatilité. C'est pas parce que le spread est élevé qu'on va avoir une hausse de la volatilité. Maintenant, quand on a, par exemple, le spread, comme je l'ai dit, BTP Bund qui augmente, là, oui, on peut, c'est synonyme de volatilité élevée. Maintenant, si vous voulez avoir un indice de volatilité, vous avez le VIX sur les indices, sur les devises, enfin, sur certaines devises. Vous avez donc c'est par la CBOE encore une fois, c'est fait. Vous avez le VXE, il me semble, VXE. Non, VEX. Bon, vous allez sur le site de alors VIX, CBOE, VIX Euro. CBOE. Donc vous avez le VIX sur le 10 ans US, VIX sur le Bitcoin. Alors ça, non, ça c'est Bitcoin Future, excusez-moi. Donc ça c'est le VIX sur le Nasdaq, VIX sur le pétrole. Voilà, on a même du VIX sur du Google, vous voyez. Donc VIX Euro, je l'avais vu. Alors je regarde pas souvent, je vous l'avoue. Euro, voilà, EVZ. Et là vous avez la volatilité sur l'euro. Si on commence à voir si une augmentation de la volatilité est en préparation d'un trader sur les majors. Alors, ça c'est quasiment impossible, Philippe, d'anticiper un regain de volatilité. La volatilité est généralement générée par un catalyseur. Or, un catalyseur, eh bien, enfin, un catalyseur, je vais être plus précis, pardon, une volatilité est générée par un catalyseur non attendu. Puisque s'il est attendu, il est pricé. Donc, un événement non attendu, c'est pas anticipable, vous voyez. Donc voilà, une hausse de volatilité, c'est quasiment impossible d'anticiper cela. Maintenant, on peut avoir des signaux comme par exemple, rappelez-vous le VIX en janvier. Qu'est-ce qui faisait le VIX? Eh bien, le VIX en janvier de cette année, il augmentait. Il augmentait alors que le S&P augmentait également. Or, on a une corrélation normalement totalement négative entre le VIX et le S&P 500. Donc, c'était un signal baissier pour le S&P. Mais ce genre de signaux, ce genre de
de corrélation qui devient positive entre l'indice de volatilité et son indice sous-jacent, ça arrive que très rarement. Ça n'arrive que très rarement. Donc, en intraday, c'est quasiment impossible d'anticiper un regain de volatilité. C'est pour ça que faut toujours regarder le calendrier économique parce que voilà, ça nous donne des heures clés des heures clés où il faut surveiller la volatilité, où il y a la volatilité qui est susceptible d'augmenter. Mais voilà, il suffit d'un tweet de Trump, vous voyez, personne ne peut l'anticiper et la volatilité eh bien, peut augmenter. Un autre catalyseur hier, quand Theresa May a annoncé le non-vote aujourd'hui, les indices ont descendu vite et le VIX a augmenté de 60% pendant quelques heures. Exactement, Antoine. Vous voyez que c'est impossible d'anticiper, c'est quasiment impossible d'anticiper un regain de volatilité. En tout cas, si vous trouvez, ça serait le Graal et n'hésitez pas à m'en faire part, hein, parce que je serais très très intéressé. Là, on a beaucoup de volatilité sur USD justement. Est-ce que c'est dû à J-1 sur Brexit? Alors pas J-1 puisque comme vous le savez, le vote a été reporté, mais oui, c'est en raison de l'approche des deadlines, hein, finalement. Jeudi, qu'est-ce que nous avons jeudi? On a la BCE, la BNS. Bon, la BNS, il y a pas vraiment de focus dessus, mais bon, BCE, BNS, Conseil européen, le budget italien qui va être discuté, probablement le Brexit également. Donc voilà, on est vraiment dans une période très délicate, hein. Dans cette fin d'année, c'est pas vraiment le rallye de fin d'année, à mon avis, nous ne le verrons pas. En tout cas, les probabilités diminuent fortement. Voilà, donc je reviens au vif du sujet. L'euro, moi je reste neutre. Le GBP, bon, je ne prononce pas. D'ailleurs, techniquement, on a eu un breakout, donc faut s'attendre à une baisse. Voilà, mais ça c'est vraiment technique. Et encore une fois, je n'invite à rien sur la livre sterling puisqu'elle me semble trop incertaine. L'USD CAD, bon, on a eu la clôture vers le bas. Je me souviens que j'avais dit que c'était possible d'aller chercher les 1,30 dorénavant. Finalement, eh bien, il y a eu le rebond. Il y a le rebond. Donc pour ceux qui ont gardé les stratégies à chose, eh bien, écoutez, félicitations à vous puisque voilà, vous avez gardé votre cap et voilà, et l'objectif de l'épaule tête épaule a été atteint. Mais maintenant, pour ceux qui avaient suivi mon analyse et qui étaient baissières avec ce breakout, eh bien, je suis désolé, mais voilà, on a eu un renversement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre sur les CAD? Eh bien, pour le moment, plus grand chose. Le CAD, hein, qui est corrélé au pétrole, le pétrole, il ne fait rien. Donc, tout dépend de l'USD finalement. Tout dépend de ce que fait l'USD. Là, en intraday, on a le pétrole qui est sous pression. Le pétrole, vous voyez, il est neutre. Si je devais tracer un range à court terme, bien évidemment, à court terme, on est dans ce range. Et tant qu'on restera dans ce range, il n'y a rien à faire sur le pétrole en swing. À court terme, c'est possible de trader le range, mais bon, c'est assez risqué quand même. Mais donc, range sur les cours de pétrole et donc range sur le CAD. Voilà, le CAD, il n'y a rien à faire pour le moment. On peut autant avoir un breakout à la hausse qu'un breakout à la baisse. Donc, patience sur le pétrole et sur les paires en CAD. L'AUD qui a du mal à rebondir, hein, comme on peut le constater. L'AUD, comme vous savez, c'est corrélé à l'or. Moi, je m'attends à ce que l'AUD rebondisse parce que l'or, il est haussier. Voilà. L'or est haussier, donc je m'attends à ce que l'AUD soit une devise qui surperforme lors des prochaines séances. En tout cas, tant que l'or sera dans ce canal, ça sera possible de payer l'AUD. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cette corrélation, je vous invite à regarder rapidement ce graphique. Donc AUD-USD sur 5 ans, voilà. AUD-USD sur 5 ans et on va superposer avec le gold. Ouais, gold, AUD-USD, il y a une corrélation quand même non négligeable. Et d'ailleurs, si on met voilà, un chiffre, hein, sur cette corrélation, si on essaie de la quantifier finalement, eh bien on va mettre un coefficient gold et on a une corrélation à 200 jours, hein, 200 jours, quand même à 60%. Alors là, on avait une réduction parce qu'on avait, comme vous savez, les corrélations peuvent être impactées par la politique. Mais sinon, vous voyez, sur du long terme, concrètement, alors on va se mettre, voilà, là on est sur 200 semaines, hein, on est sur quand même 200 semaines, 60%. Et 200 jours, 88%. Donc vous voyez, si on a une hausse de l'or, il y a fort à parier qu'on ait une hausse de l'AUD. Finalement des devises commodities corrélées aux métaux, hein, dont l'AUD, le ZAR, le BRL, donc le réal brésilien, le peso mexicain également. Voilà.
Ces devises Como sont à payer si on a une hausse de l'or. Enfin, en tout cas, sont à privilégier. Faut pas forcément les payer, faut pas les payer aveuglement, mais voilà. Faut savoir que hausse de l'or, c'est synonyme de hausse de la l'AUD. C'est pas tout le temps le cas, mais on voit quand même qu'on a une corrélation extrêmement positive entre les deux. Donc voilà. AUD, moi je m'intéresse plutôt à l'achat, tant que l'or est dans ce canal. L'or, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Bah, ça va beaucoup dépendre du dollar, hein, comme vous le savez. Là, le dollar qui est en baisse, donc ça permet à l'or de rebondir. Et là, le prochain support majeur, comme vous savez, c'est 1262. Et support intermédiaire, ça va être le R1 hebdo à 1259. Donc voilà, la tendance est haussière sur l'or. On peut mettre des bandes de Keltner pour avoir des signaux. Après, ça, c'est à vous de voir. Bande de Keltner, bande de Bollinger. Ça dépend, vous, votre stratégie trading. Mais par exemple, si on utilise les bandes de Keltner, vous voyez qu'on avait eu un signal le vendredi. Et là, on n'a pas de nouveaux signaux. Peut-être en horaire, il y a quelque chose à faire. En horaire, vous voyez, on a un signal positif depuis ce matin, à 5 heures du matin. Alors, c'est en heure française, hein. Donc voilà, signal haussier sur l'or ce matin et c'est possible, je pense, d'y rentrer jusqu'à 1262 $. Y aura-t-il un live spécial BCE jeudi? Alors oui, c'est moi qui aura l'occasion de vous le faire. Spécial BCE jeudi. Je vous envoie le lien d'inscription. N'hésitez pas à me rejoindre. Ça va être la dernière décision monétaire, la BCE de l'année. Ça va être très important. C'est également la fin du QE. La question qu'on se pose, que les économistes, que les analystes se posent, c'est est-ce que, eh bien, on va avoir une hausse des taux en 2019? Et cette réponse, nous n'aurons pas jeudi, mais on aura voilà. Selon le ton de Mario Draghi, on pourra anticiper. On pourra vraiment anticiper si on aura une hausse en 2009 ou non. Pour le moment, on a une hausse des taux qui est de 10 points de base hein, seulement. C'est pas 25 comme la Fed, hein. C'est 10 points de base qui est intégré dans les prix pour septembre de l'année prochaine. Donc si on a un ton au quiche, c'est-à-dire voilà, vraiment convaincant, optimiste de Mario Draghi, cette probabilité pourrait être revue à la hausse, c'est-à-dire que finalement, au lieu de septembre, le marché pourrait commencer à pricer sur une hausse des taux en juillet. Vous voyez. Par contre, si on a un ton plutôt prudent, ce qu'on appelle dovish, eh bien, le marché reverra à la baisse ses prévisions. Et donc, ce sera baissier pour le dollar. Donc là, vous voyez, webinaire spécial BCE, c'est moi-même qui vous le présentera. Donc ça commencera à, faut pas vous dire de bêtises, voilà, 14h15 et ça durera environ 45 minutes. Alors, il faut se réinscrire pour le live BCE ou pas besoin? Oui, il faut simplement se réinscrire, mettez vos coordonnées comme vous avez fait pour s'inscrire à ce webinaire et voilà, et vous recevrez le lien. USD CHF me demande François. Alors l'USD CHF c'est comme hier. Bon, hier on a eu un rebond du dollar USD, donc forcément tous les paires majeures eh bien sont retrouvées sous pression. Donc l'USD CHF a même pas rebondi en fait finalement hier. C'est assez surprenant. Donc c'est-à-dire que le front a été quand même assez puissant, a été assez fort hier. Ce qui est encore mieux pour la stratégie de vente USD CHF. Voilà, USD CHF c'est vente. Je rappelle, on a eu une sorte d'épaule tête épaule. Voilà, faut pas chercher la configuration type que l'on peut lire dans les livres ou sur internet. Faut regarder l'esprit, hein. Toujours l'esprit d'une pattern, l'esprit d'une épaule tête épaule. Vous voyez là, on a concrètement un sommet plus haut que l'ancien sommet et ensuite un sommet qui est plus bas que l'ancien. Voilà, donc là on a une épaule tête épaule. Brisure de la ligne de coup, c'est objectif baissier jusqu'à théoriquement 0,97. Donc voilà, je reste baissier sur le SDCHF. Encore une fois, tout ce qui est actif refuge, je pense c'est à privilégier. Et dorénavant, plus vraiment le dollar, puisque le dollar, on a des incertitudes au niveau de la courbe des taux. Courbe des taux, on va regarder rapidement comment était la courbe des taux hier. Courbe des taux, alors entre le 10 ans et le 2 ans. Moi, je regarde toujours le 10 ans et le 2 ans, parce que c'est le plus, on va dire, important. 13 points de base. Courbe des taux à 13 PPS. Donc très très peu. Très très peu. Donc plus cette courbe des taux est faible, plus ce spread pardon est faible, et plus il y aura d'incertitudes. Et c'est un indicateur, cette courbe des taux, que les investisseurs regardent énormément.
Vraiment, c'est très très important cette courbe des taux. Plus elle baissera, plus il y aura de volatilité, plus il y aura de pression sur les marchés. Voilà, donc USD CHF, je pense que voilà, on peut s'attendre à une baisse. Alors, faut pas s'attendre à une baisse en ligne droite, mais l'idée c'est qu'on va chercher les 0,97. NZD, bah, haussier jusqu'à 0,70. D'ailleurs, on voit qu'on a eu des prises de bénéfices mardi 4, à peu près 0,69, 75, donc légèrement en dessous de 0,70. Donc 0,70, c'est l'objectif à court terme. Notons la présence d'une divergence baissière. Toutefois, le RSI est au-dessus de 50, donc il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. Par contre, si le RSI passe sous 50, le RSI journalier passe sous 50, ça validera la divergence baissière et dans ce cas-là, il faudra s'attendre à une correction de cette tendance bullish. Il faudra utiliser les retracements de Fibo et s'attendre à une correction de 50%. Les interventions de la BCE donnent-elles des statistiques plutôt favorables aux indices européens et à l'euro en hausse en moyenne ou pas du tout? Alors, j'ai pas fait de statistiques là-dessus, Philippe, mais en fait, tout dépend du ton. Si on a un ton prudent, c'est positif pour les marchés à actions parce que ça veut dire plus de politique monétaire accommodante et donc des marchés à actions qui sont soutenus. Alors qu'un ton plutôt optimiste, c'est synonyme de durcissement de la politique monétaire et donc moins de liquidité et donc un marché à actions qui est sous pression. Voilà. Maintenant, j'ai pas fait de statistiques dessus et c'est compliqué de dire le ton était optimiste ou le ton était prudent. Vous voyez, c'est vraiment c'est subjectif. Il y a pas c'est pas inscrit. C'est vraiment de l'interprétation. Moi personnellement, je peux dire que c'était un ton plutôt optimiste. Vous pouvez dire que c'était un ton prudent. Donc voilà, on peut pas vraiment faire de statistiques là-dessus. Alors, votre question précédente. Ah oui. D'après le calendrier, on va avoir beaucoup de jours fériés dès Noël. Aux dates, la trêve des confiseurs intervient quand déjà? Alors, la trêve des confiseurs, j'ai jamais entendu parler de cette expression. Mais oui, beaucoup de jours fériés vers Noël. Alors, beaucoup. Nous aurons le 25 et 26. 26 c'est Boxing Day, 25 eh bien c'est Christmas, c'est Noël. Le 24 il me semble que ce n'est pas férié. Ce n'est pas férié. Alors je vais vous envoyer, vous savez quoi, lien, un lien qui pourrait vous aider pour ces jours fériés. Alors c'est un lien du New York Times, hein. Et là vous voyez vous avez tous les jours fériés, enfin tous les jours où les bourses sont fermées. Voilà, et vous avez la bourse, vous voyez, United States, donc le Nasdaq, qui ferme par exemple le 12/05, le 5 décembre. Donc là, en l'occurrence, pour la fin d'année, ah oui, donc on a quand même pas mal de jours, hein, vous voyez. Donc le 12 demain, on a la bourse de Mexico. Voilà, si ça vous intéresse, si vous tradez sur la bourse de Mexico, eh bien demain, c'est fermé. Le 24, donc 24, le DAX, Francfort, Milan, Sao Paulo, Tokyo. Le 25, nous aurons LSE, London, Nasdaq, NYSE, Sao Paulo, Toronto, tout en fait. Hein. Le 9, voilà, c'est tout. Hein. Le 25, c'est quasiment tout. Donc je vous envoie ce lien. Et vous avez le 26, le 31, voilà, vous avez quand même quelques jours fériés. Alors la trêve des confiseurs, ça commence à la clôture des actions du SRD sur Euronext France jusqu'au 1er janvier. Alors je vais me renseigner, j'ai jamais entendu parler de cette expression. Je vais me renseigner, Antoine, merci en tout cas pour ce partage. Et voilà. Alors il ne faut pas que Draghi nous fasse du Powell, me dit-on. Alors, il ne faut pas que Draghi nous fasse des chiffres macroéconomiques, mais bon, si Draghi est optimiste, ce sera bénéfique pour l'euro, mais c'est vrai que les marchés actions vont être encore plus tendus. Parce que la liquidité, c'est un allié clé des marchés actions. Donc, plus on a des politiques monétaires accommodantes, plus on a des marchés actions qui sont soutenus. Des politiques monétaires, c'est l'une des principales menaces pour l'année prochaine. L'année prochaine, on devrait avoir les principales banques centrales, en tout cas les deux plus importantes qui sont la BCE et la Fed, eh bien, qui vont réduire, enfin, la Fed réduit déjà sa liquidité, mais la BCE devrait également, en tout cas, réduire sa liquidité. Et donc, ça devrait faire pression sur le marché action. Ça va rendre le marché obligataire beaucoup plus compétitif, et donc le marché, eh bien,
au lieu de prendre des risques à payer des actions, va peu à peu se rediriger vers le marché obligataire. Le marché obligataire qui est actuellement inondé par les banques centrales. Les banques centrales qui achetaient ces dernières années à tour de bras les obligations souveraines et corporate. Donc si on a les banques centrales qui vendent, bien évidemment, si elles vendent pas à elles vendent pas à personne. Elles vendent, si elles vendent, il y a des acheteurs. Donc, vous voyez, plus elle va vendre, plus les taux d'intérêt vont augmenter. Et donc, plus ce marché deviendra compétitif. En 2019, vous doutez bien que les obligations vont clairement vont être quelque chose d'assez demandé. Voilà, trêve du 24 décembre, jour de liquidation des actions du SRD en fonds. Alors, Antoine qui nous envoie un lien que j'envoie à tout le monde. Voilà, merci Antoine pour ce partage. Je vais regarder cela. Je vais d'ailleurs le mettre ici. Voilà, hop. Voilà, donc on va lire, nous allons lire ça dans la journée. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour des marchés. Merci pour votre attention, merci pour votre pour pour avoir rendu ce webinaire interactif. Donc oui, toujours celle, pardon François, USHF jusqu'à 0,97. Pas beaucoup d'objectifs aujourd'hui, quoique sur les indices, on s'est quand même pas mal, je me suis quand même pas mal positionné. Hein. Je pense que voilà, je suis quand même pas mal engagé avec vous. Mais en tout cas, merci pour votre pour avoir rendu ce webinaire interactif. Excellente journée à vous. Je vous dis à demain pour un prochain webinaire et voilà, en espérant que les marchés actions rebondissent comme ce que j'anticipe en tout cas ce matin. Voilà, excellente journée à vous et à demain.